Alors, les inhibiteurs des SGLT2 sont des médicaments qui agissent au niveau du rein. Ils bloquent la réabsorption du glucose au niveau du tube contourné proximal en inhibant spécifiquement un récepteur ou un cotransporteur qui s'appelle le SGLT2. Ils ont probablement d'autres mécanismes moins bien élucidés, mais qui expliquent les effets bénéfiques observés récemment dans les grandes études cliniques. 3 molécules sont disponibles au Grand-Duché du Luxembourg, la canagliflozine, la dapagliflozine et l'empagliflozine. Initialement, ce sont des médicaments qui ont été développés dans le diabète de type 2. En inhibant la réabsorption tubulaire du glucose, ils augmentent la glycosurie. En augmentant la glycosurie, ils permettent de diminuer la glycémie à jeun et la glycémie postprandiale. Par ailleurs, cette glycosurie, en étant augmentée, ça fait également une perte de calories, et donc ces médicaments induisent une perte de poids de 2 à 3 kg. Encore un effet bénéfique pour le diabète de type 2. Finalement, ce sont donc de bons antidiabétiques oraux qui font diminuer l'HbA1c d'environ 0,7%. Donc ce sont des bons médicaments. Ce sont des médicaments qui sont pris en une prise s'ils sont donnés en monothérapie, comme le Invocanin, le Jardiance ou le Forxiga. Également en une prise quand ils sont associés à des inhibiteurs de DPP4, le Qtern ou le Glixambi, ou en 2 prises lorsqu'ils sont administrés en association avec la metformine dans le Vocanamet, le Xigduo et le Synjardy. Ce sont les premiers antidiabétiques oraux qui ont démontré un bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire globale. Ça a été un grand scoop dans la diabétologie mondiale, et ce sont donc des médicaments qui sont excellents. Ils ont également maintenant une indication dans l'insuffisance cardiaque. Selon l'ESC, ils sont indiqués chez tous les patients, diabétiques ou non diabétiques, qui présentent une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. Mais ils sont également prescrits actuellement chez les patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée. Ils ont également une indication en néphrologie pour la néphropathie diabétique, parce qu'ils permettent la réduction de la protéinurie, et également en cours d'évaluation dans certaines néphropathies avec excrétion protéique. Chez les patients vivant avec un diabète, l'introduction d'inhibiteurs de SGLT2 ne crée pas d'hypoglycémie, parce que les inhibiteurs de SGLT2 n'augmentent pas la sécrétion insulinique. Par contre, dès lors qu'ils sont associés à des sulfamides, des glinides ou de l'insuline, ils vont augmenter le risque d'hypoglycémie. Chaque fois qu'on introduit un inhibiteur de SGLT2 chez un patient diabétique sous insuline ou sous sulfamide ou sous répaglinine, il faut donc réévaluer le risque d'hypoglycémie. Ces médicaments, en augmentant la glycosurie, augmentent également donc la diurèse et ils font diminuer la tension artérielle d'environ 4 mm de mercure. Il faut donc également chez ces patients réévaluer éventuellement l'importance du traitement antihypertenseur. Il y a une augmentation du risque d'infection génitale chez ces patients, plutôt des infections génitales que des infections urinaires comme il avait été décrit au début de leur commercialisation. Ce qui est important, c'est l'éducation thérapeutique pour prévenir ces patients. Il faut les informer de l'augmentation de leur diurèse. Il faut s'assurer que les patients ne soient pas incontinents urinaires. Et il faut faire une éducation extrêmement poussée sur l'importance de l'hygiène urinaire. La toilette à l'eau après chaque miction est le meilleur moyen d'éviter les infections génitales et ou urinaires. L'acidocétose euglycémique, c'est un accident rare, mais c'est un accident gravissime qui conduit les patients en unité de soins intensifs. Et ces accidents ont été à l'origine de la suppression de l'autorisation de mise sur le marché de ces médicaments chez les patients diabétiques type 1.
par la FDA d'abord, puis par l'Agence européenne du médicament. Chez le patient diabétique de type 2, ces accidents sont rapportés comme étant des événements rares, mais ils sont certainement sous-déclarés, sous-diagnostiqués. Nous en avons identifié de trop nombreux au centre hospitalier du Luxembourg. L'acidocétose euglycémique, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est donc une acidose métabolique chez un patient diabétique avec une glycémie relativement normale ou peu élevée, puisque votre patient prend un médicament antidiabétique oraux, donc vous n'êtes pas alerté par une grande hyperglycémie. Par ailleurs, il a des troubles digestifs qui font qu'il a moins mangé ou qu'il a vomi, et sa glycémie se normalise relativement. Donc, vous devez être alerté par un patient diabétique de type 2, sous traitement, qui vomit, qui est nauséeux. Vous devez faire des gaz du sang, vérifier qu'il n'ait pas une acidose ou une acidose compensée par une hyperventilation. Et le réflexe, c'est de chercher les corps cétoniques, soit par une bandelette sanguine, en regardant les corps cétoniques sur une bandelette capillaire, soit rechercher les corps cétoniques dans les urines. Ces accidents peuvent être gravissimes avec des pH extrêmement bas et peuvent conduire les patients en réanimation. Le premier réflexe quand on introduit un inhibiteur du SGLT2 chez un patient diabétique, c'est de s'assurer du type de diabète dont souffre votre patient. L'examen le plus simple à faire pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un diabète de type 1 caché ou d'un diabète d'origine pancréatique, c'est de faire un dosage de la glycémie le matin avec un dosage du C-peptide en regard. Dès lors que le C-peptide est diminué, il vaut mieux s'abstenir de prescrire l'inhibiteur du SGLT2, de demander un avis spécialisé. Deuxième élément de prévention, comme je le disais, l'éducation au risque infectieux, l'éducation à l'hygiène urinaire. Troisième élément essentiel de l'éducation thérapeutique, informer votre patient des risques de ces médicaments et de la conduite à tenir dès lors qu'on a des vomissements, dès lors qu'on a de la diarrhée, dès lors qu'on a un syndrome infectieux, on doit interrompre ce traitement. Il est très important pour tous les médecins de connaître les circonstances favorisantes et risquantes d'augmenter ce risque d'acidocétose euglycémique. Les situations de catabolisme, les sepsis, la chirurgie lourde, les situations de jeûne prolongé et toutes les affections de tubes digestifs, les situations de déshydratation, également les vomissements, les nausées, la chirurgie lourde, la chimiothérapie, la corticothérapie. Dans ces cas-là, il faut interrompre les traitements du diabète, donc les inhibiteurs du SGLT2, à savoir que dès lors que vous interrompez un médicament du diabète, vous risquez d'avoir un grand déséquilibre du diabète. Donc toute interruption d'un traitement du diabète doit être suivie d'une évaluation des glycémies et éventuellement de l'introduction d'une insulinothérapie.